bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Voilà, on avait eu un petit peu d'inquiétude en se disant est-ce que les gens vont venir, mais oui, vous êtes là. Donc c'est parfait. Voilà, donc c'est notre dernière rencontre de la saison. Et donc, à l'occasion de cette dernière rencontre, nous accueillons donc Adrien Bosc, grand écrivain, et donc nous l'accueillons pour le Colonne, qui est le troisième d'une trilogie. Mais je pense que vous allez en parler plus en détail. Et donc, Colonne, c'est voilà, le personnage de Simone Weil, qui est une grande philosophe de la moitié du XXe siècle, et qui est donc partie en Espagne combattre. Donc, c'est une philosophe combattante. Et donc, on découvre Simone Weil et l'histoire de Simone Weil. C'est un roman court, mais c'est un grand roman. Une belle histoire. Et moi, j'ai été absolument passionnée par ce personnage. Et puis, bon, le contexte historique de la guerre d'Espagne, évidemment. Et c'est vraiment passionnant. Voilà. Et donc, merci Adrien d'être venu jusqu'à nous ce soir, avec les difficultés de train en plus, mais vous avez de la chance, vous avez eu un train tout de suite. Waouh. Voilà, et bien merci beaucoup d'être là ce soir encore pour la dernière, et puis je vous laisse. Oui, effectivement, merci d'avoir bravé la SNCF pour venir nous voir. Et on est très content de te recevoir pour ce livre qui est effectivement un livre très, très fort, très dense et qui pose vraiment beaucoup de questions, et je pense qu'il sera sujet à discussion tout à l'heure. On peut dire peut-être pour te présenter en deux mots que c'est ton troisième roman. Le premier, Constellation, était sorti en 2014, voilà, si je ne me trompe pas. C'était l'histoire Constellation, c'est le nom de ce fameux avion où, dans l'accident duquel sont morts Marcel Cerdan et Ginette Neveu. Vous savez, on prend toute cette histoire. Et le second roman, enfin, le deuxième roman, Capitaine, raconte l'histoire de ce bateau qui emmène toute une pléiade d'intellectuels, de André Breton, Claude Strauss, etc., pendant la guerre, les emmène vers New York et vers l'Amérique. Et ce sont des livres qui, comme Colonne, là, qui se passe principalement pendant la guerre d'Espagne, sont des livres qui sont à la fois des récits, qui ont une part romanesque aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui ont également une part d'enquête et quelque chose à voir avec l'histoire et peut-être aussi l'histoire des idées. Alors, ma première question sera tout simplement en deux mots, en quoi est-ce que ça forme un triptyque, si ça en forme un, ou est-ce que tu considères que ce sont des romans tout à fait indépendants? Bonjour à tous et merci d'être là. Alors, il ne faut pas me dire en deux mots parce que j'ai une maladie, c'est que je fais des digressions et que de deux mots, j'en fais plus et je me perds et donc il faut m'arrêter dans ce cas-là. Et si c'est ennuyeux, il faut le dire. Voilà. Mais parce que j'ai cette maladie de m'en mêler moi-même et mes livres d'ailleurs sont construits par système de correspondance, par système de rappel, d'écho, on pourrait dire. Donc c'est presque une réponse à ta question parce que d'emblée, ce que j'appelle un cycle, une trilogie, mais c'est un cycle dans mon esprit, il aurait pu en avoir davantage, c'est dessiné d'emblée. C'est-à-dire il y avait cette idée de constellation, mais il y avait aussi Colonne en fait. Pour plusieurs raisons, et si je dois définir presque, disons, les répétitions, la forme qui est désignée, c'est trois livres qui sont trois traversées dans l'histoire, y compris, alors ça c'est mon côté un peu monomaniaque et un peu presque oulipien, c'est trois livres en C, trois traversées, et qui sont dans le sens inverse, non pas des aiguilles d'une montre, mais de l'histoire, qui part de 1949 et qui va jusqu'en 1936.
et qui me semble une séquence assez cohérente, parce que 39-45 est celle qu'on nous apprend dans les manuels, mais elle n'est pas celle vécue par les hommes, qui ont, dans leur chair, soit expérimenté les préparatifs malgré eux de la guerre, avec cette vision qu'on a nous tous quand on est dans le présent, d'avoir l'impression d'affronter l'histoire sans de subir et de ne le comprendre qu'après coup, ou de ne voir que de cohérence qu'ensuite, ou même d'incohérence, mais en tout cas d'arriver à avoir une vision complète peut-être qu'après. Donc ces préparatifs jusqu'à l'immédiat après-guerre, et le fait que ceux qui dans la constellation sont à bord sont aussi ceux qui ont vécu la guerre dans leur chair, même les enfants, et que aussi certains personnages qui sont dans Capitaine se retrouvent dans Colonne. C'est pas une saga pour autant, c'est effectivement, comme tu l'as dit, des romans sans fiction d'une certaine manière, et des romans enquête. C'est aussi ce qui les relie. Et puis, ces 3 livres qui ont comme alors, définition très précise, disons, dans mon esprit, ce qui fait un peu l'aiguillon pour les écrire, c'est 3 communautés provisoires dans le siècle. C'est-à-dire, ça aurait pu être plein d'autres, ça aurait pu être un autre bateau, ça aurait pu être... il y en avait plein d'autres, hein, mais c'est comment la réunion improbable de gens raconte quelque chose comme un précipité, comme une image arrêtée d'un moment du siècle. Et donc, Constellation, mais en même temps, c'est 3 variations sur cette réunion provisoire, parce que ces 3 variations thématiques, le premier, c'est vraiment sur le pur hasard. Constellation, c'est pourquoi on prend un avion plutôt qu'un autre. C'est résumé par l'exergue du livre qui est emprunté à Tabouki et qui dit la combinaison de quelques mots suffit parfois à orienter notre vie. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté, que la combinaison de quelques mots, la combinaison de quelques gestes, à un moment déterminé notre vie, et sans qu'on en soit absolument conscient. Et puis après coup, et donc pour les constellations, c'était le fameux, et c'était pas le seul, le fameux appel de Piaf à Cerdan, prends l'avion, le bateau c'est trop long. Pour les bergers basques qui étaient dans l'avion, pour la bobineuse de Mulhouse qui allait vers sa fortune et son héritage, enfin tous ces destins. Et je souhaitais voilà, dresser à travers cette liste comme différents points de vue sur un événement, et donc une fatalité. Je vais aller plus vite. Le deuxième, c'est ces communautés provisoires, toujours, mais là réunies et mues par une nécessité qui est celle du péril. Tous sont des réprouvés de la France de Vichy. Il y a quelques immigrés économiques, mais dedans, il y a des juifs, il y a des socialistes allemands, il y a des spartakistes, il y a des républicains espagnols, il y a des artistes dits dégénérés, bretons, par exemple. Et ils vont être réunis, alors avec un peu moins de hasard que de constellation, ils sont réunis tous parce qu'ils sont en danger. Et alors le troisième, c'est l'exact inverse de constellation, c'est une communauté qui se réunit là aussi, une colonne internationale dans la guerre d'Espagne, avec comme figure qu'on retient Simone Veil, mais il y en a d'autres, et qui là sont réunis non pas par le pur hasard, mais par l'engagement, et donc la décision. Et donc on est passé de la fatalité, du hasard, à la crainte et à la nécessité, jusqu'à la pure décision, l'engagement. Je fais une petite parenthèse avant qu'on poursuive sur Colonne, pour signaler que Adrien est aussi un éditeur au seuil, mais surtout éditeur et créateur des éditions du Sous-sol, dont je voulais montrer 3 livres qui ont paru cette année, qui sont vraiment 3 livres importants. Alors voilà, si vous avez le temps pendant l'été, profitez de lire ce formidable Marina Marquez. C'était vraiment notre part de nuit, qui a été vraiment un choc. Je crois qu'à la rentrée, tous les gens qui sont tombés dessus ont adoré ce livre. La semaine perpétuelle, qui là aussi est un magnifique, j'allais dire exercice de style, c'est pas seulement un exercice de style, mais enfin c'est une écriture formidable. Et le plus proche de nous, Antoine Wauters, dont vous savez qu'il vient de recevoir le prix du livre inter, pas pour ce livre-là, mais pour le précédent. Et très bien, encore mieux. Voilà 3 excellents livres à lire, et il y a aussi une belle rentrée qui se prépare avec notamment Bernard Chambaz et un autre livre dont on parlait tout à l'heure qui fait
dont on va sûrement beaucoup parler. Bon, pour en revenir à, à Cologne, est-ce qu'on pourrait tout simplement lire la première page qui nous situe en fait dans la situation, dans quelle situation Simone Veil se trouve? Oui, alors c'est vraiment très informatif, c'est une première page qui vise à replacer d'emblée et pour moi, pour pouvoir justement développer d'emblée presque un mouvement qui est presque à l'inverse, contemplatif, un peu étrange au début, mais aussi pour situer totalement. En août 1936, au début de la guerre d'Espagne, la philosophe Simone Veil, âgée de 27 ans, rallie les colonnes internationales au sein de la colonne Durruti sur le front d'Aragon. Elle passe 45 jours en Catalogne. De ce séjour, nous ne savons rien ou presque. Des notes éparses d'un journal d'Espagne porté sur un cahier de Moleskine, dont il subsiste 34 feuillets, des premières impressions de la guerre civile et des phrases de grammaire espagnole consignées sur des feuilles libres. Un passeport avec les tampons de la Généralité et du Comité central des milices, des lettres et quelques photographies. Oui, alors ce début m'avait frappé, enfin trois choses principalement m'ont frappé dans le début. Premièrement, c'est le fait de la jeunesse de Simone Veil. C'est pas une philosophe qui a une grande œuvre derrière elle. Enfin, elle a déjà une vie intense, mais enfin, c'est une jeune femme, quoi, de 27 ans, donc elle peut avoir encore quelques illusions, quelques exaltations, quelques convictions aussi. Et j'ai tiqué enfin, sur ces mots de brigade internationale qui, évidemment, pour nous, lecteurs, évoquent tout de suite Malraux, quoi. En fin de compte, puisqu'il était un peu à l'origine de ces brigades, et ça nous évoque tout de suite. Alors, c'est peut-être une référence qui ne va pas avec Cologne, mais enfin, parce qu'on lit Brigade internationale, on pense l'espoir, le film Tira etc. Et pourquoi je dis ça? Oui, et la troisième chose, c'est la pauvreté, disons, des archives dont on dispose et qui, enfin, à mon avis, est-ce que c'est ça qui est le moteur finalement du récit, c'est-à-dire avec le peu qu'on a, les quelques photos, les quelques pages de journal, on va essayer de reconstituer un récit plausible, etc. Je vais partir de la fin de ta question, mais parce que c'est ce qui a été moteur pour ces trois livres, et donc pour terminer de définir presque ces trois livres, c'est aussi de quelle manière écrire dans les, je dirais, dans des moments, des sortes de points aveugles dans l'histoire, pardon, je cherchais mes mots, mais de points aveugles. De quelle manière le roman peut aussi s'introduire là et venir raconter quelque chose d'une absence, et aussi la quête, qui est celle de la recherche, peut être aussi motivée là par une volonté de combler les manques et d'essayer de, comme tu disais, de redessiner une image d'ensemble qui est illusoire, évidemment. Elle le sait même si on avait tous les documents. Le roman n'est pas une totalité et tout est forcément très arbitraire, mais c'était déjà le cas pour Constellation où de fait on ne saurait pas ce qui se passe dans cette carlingue, mais on pouvait reconstituer ce qu'il y avait avant, on pouvait reconstituer ce qu'il y avait après, essayer de comprendre les raisons de ce crash et de chacun et de comment ils y entrent. Et alors d'autant plus dans Capitaine, où alors là, il y avait comme on dirait, une rupture du son et de l'image, c'est-à-dire que le bateau partait, c'était une longue traversée jusqu'en Martinique, où après d'autres bateaux allaient partir. Mais là, il n'y avait vraiment aucune image, rien. Et pour autant, à l'intérieur de ce bateau, on savait qu'une grande photographe était là, Germaine Krull, grande photographe d'avant-guerre, et c'était devenu presque l'objet de ma quête d'aller trouver les photos qu'elle aurait pu faire. Et ce qui, sans divulgacher, est un peu ce qui est arrivé. Je suis arrivé une fois dans les trois de trouver comme un peu le trésor à l'intérieur, le trésor caché, parce que voilà. Mais pour Cologne, oui,
Je pense que, tout comme Capitaine, si j'avais eu ces photographies dès le début, je pense que je n'aurais pas écrit le livre. Et là, le fait qu'elle n'ait peu écrit sur la guerre d'Espagne, alors que pour moi, cette philosophe qui a donc 27 ans, qui est une pacifiste forcenée, qui est élevée par, disons, à ce pacifisme par le philosophe Alain, par les débris de la Première Guerre mondiale, par la conséquence, le fait qu'elle s'engage, qu'elle y aille, restait pour moi une interrogation. Et je voulais, à travers les récits des autres, mais aussi ce que je pourrais apprendre par moi-même, raconter quelque chose de ce cheminement qui était le sien. Donc, oui, ça se situe là. Et c'est aussi, Simone Veil, c'est un trajet non pas sans trace, elle a beaucoup écrit, mais rien n'a été, elle a écrit dans des revues, mais rien n'a été publié sous forme de livre de son vivant, tout a été fait après sa mort. C'est une vie brève, une vie brûlée, c'est presque un météore. Elle meurt en 1943 d'un deuxième engagement, qui est celui pendant la Seconde Guerre mondiale de son engagement dans la résistance. Mais on y reviendra, d'une mort qui n'est pas celle sur le terrain, mais du fait qu'on lui refuse même son engagement, qu'on lui refuse de la participer, l'a conduit peu à peu à en mourir. Et cette vie brève, de fait, c'était ça aussi, cette vie brûlée qui m'intéressait. Mais ces traces, oui, elle a beaucoup écrit, mais c'est des traces que les autres ont collectées après. Le livre que la plupart des gens connaissent, qui est La pesanteur et la grâce, est un livre reconstitué de ses cahiers et reconstitué par quelqu'un d'autre qui les a classés par thématique. Donc, je ne dirais pas qu'il est mensonger, loin de là, puisque c'est ses écrits, mais ce n'est pas un livre qu'elle a édité, ce n'est pas un livre qu'elle a pensé de bout en bout. D'autres, oui, comme l'enracinement, comme l'enracinement, comme d'autres livres, mais je pense là immédiatement à l'enracinement, qui a été publié par Camus après-guerre, qui considérait que c'était le plus grand esprit de son temps et qu'il fallait la rendre disponible, qu'on puisse lire des textes de Simone Veil. Et donc il a beaucoup œuvré chez Gallimard et elle avait beaucoup d'importance pour Camus, puisque elle avait tant d'importance. Il y a une histoire qui, je pense, est vraie, parce que vraiment elle est attestée, y compris par Camus. Je crois qu'il en parle une fois, mais d'autres, dont Simon Less en parle. Le jour de son Nobel, il est abasourdi par la nouvelle, parce que je ne sais pas si on a tous en tête que le jour du Nobel, il est lui-même surpris par l'annonce. C'est vraiment une annonce totalement inattendue. Et il est à ce point frappé qu'il dérive un peu dans Paris, il marche, et il se rend à l'appartement des parents de Simone Veil, qui est rue Auguste Comte, et il demande à se recueillir dans la chambre de Simone Veil, qui donne sur le Luxembourg. Et donc c'est l'un de ses premiers moments après l'annonce, c'est de se recueillir dans cette chambre. Ce livre, pour qu'on comprenne bien comment il est fait, est en gros en deux parties. Il y a la première partie qui est le récit de la traversée, disons, de la participation de Simone Veil pendant la guerre d'Espagne, enfin son périple en Espagne. Et ensuite, il y a entre les deux parties une lettre très importante de Bernanos, à Bernanos, dont on parlera tout à l'heure. Et ensuite, la deuxième partie est plutôt tout en continuant à raconter la suite de sa vie, est quand même une réflexion sur tout ce qu'on vient de lire et sur le chemin qu'elle a parcouru et surtout là où à ce point de rupture, quoi, elle en est arrivée. Pour cette première partie, donc, qui s'appelle Dans la colonne, moi, il y a une petite question que j'avais sur le premier chapitre, parce que le premier chapitre que tu évoquais tout à l'heure commence par, contrairement au reste du livre qui est écrit de façon très, très sobre, presque pas sèche, mais disons sans fioriture excessive, le premier chapitre est presque un peu précieux, quoi. On est vraiment dans le roman, dans la littérature, et il commence par une image de nature, d'eau très, très paisible, très bien, et le chapitre se termine par le grand fracas de l'eau. Alors,
à peine 2 pages, on est passé d'un torrent fleuve très paisible au grand torrent de l'eau. Et je me demandais s'il n'y avait pas là une manière de métaphore, hein, d'abord qui annonce un peu ce que va être son parcours à elle, qui part pleine de confiance et de certitude, et un parcours qui va se terminer dans le fracas de l'histoire, et si ce fleuve qui descend, qui remonte, on verra tout à l'heure, n'est pas aussi une image du roman lui-même. Si, le fleuve, il est central dans le roman, il est central pour plusieurs raisons, et on pourra les détailler, mais il est central parce que, historiquement, l'Èbre, qui est le fleuve, qui est donc ce fleuve qui part de plus haut que Saragosse, qui prend du côté des Pyrénées, et qui va descendre, qui passe sur Saragosse, et qui va jusqu'au delta de l'Èbre, qui est en dessous de Barcelone, du côté qui se jette dans la Méditerranée. Et c'est le lieu, l'épicentre, de plusieurs batailles importantes pendant la guerre d'Espagne, dont à la fin de la guerre d'Espagne, ce qu'on a appelé la bataille de l'Èbre, mais au tout début de cet enthousiasme et de ce grand moment d'histoire qui a été le début de la guerre civile en Espagne, ce que certains ont appelé le bref été de l'anarchie, et qui est le moment où les colonnes anarchistes, les colonnes du POUM, les colonnes de ce qu'on appelait la faille, ont foncé sur Saragosse pour sauver aussi les partisans qui étaient eux prisonniers, puisque Saragosse était tombée dans les mains des fascistes, des phalangistes, et que avaient lieu des massacres. Et donc tout le but était de reprendre Saragosse. Ils se sont butés, ils ont buté, si vous voulez, à l'entrée de Saragosse, et avec une partition entre les deux rives, les phalangistes ou les requêtés, les fascistes d'un côté de la rive, et les colonnes internationales, les colonnes anarchistes de Durruti, par exemple, de l'autre côté, et avec une guerre de position qui a duré ce temps, et avec la trahison, entre guillemets, communiste et autres, et cette dislocation des camps qui n'a pas permis la prise de Saragosse et les renforts que demandait, en tout cas, Durruti. Mais pour répondre sur ce premier moment, c'est un peu amusant parce que je me rends compte de plus en plus que ce roman, il a, en tout cas dans son début, quelque chose qui emprunte plus à une forme de littérature américaine que j'aime, et où le fleuve, ou les paysages, ou ce qu'on appelle la littérature des grands espaces, on dit ça comme ça, les éléments sont toujours un personnage malfaisant ou bénéfique, mais en tout cas c'est un personnage avec son caractère, qui est un protagoniste dans l'histoire. Et je pense que j'étais empreint de ça, mais aussi parce que c'est une tradition, cette littérature de grand espace, que c'est une tradition pas si éloignée de la tradition d'une littérature française que celle de Giono. Vous voyez le début du Roi sans avertissement, où il y a l'être et l'arbre, et où il y a une grande description de l'arbre. Et au début, on se dit pourquoi il me raconte l'histoire de cet arbre. Et puis en fait, ça va être macabre parce qu'il y a des cadavres qui sont, on ne le sait pas, mais avec la neige dessous. Et en fait, ça me plaît assez cette manière de faire. Et quand je dis une littérature américaine, parce que je suis en ce moment, je suis fasciné par un truc, j'en écrirai pas un livre, mais un copain m'a dit tu devrais vraiment le voir. Il y a un long documentaire qui doit faire 10 heures, mais je m'en regarde par tranche d'une heure, d'un grand réalisateur de documentaire américain qui s'appelle Ken Burns. Et il a fait plusieurs, il en a fait un sur le Vietnam, à chaque fois ça dure 15 heures, mais c'est incroyablement fouillé, détaillé, c'est qu'avec des archives. Et il en a fait un autre sur la guerre de sécession. Et alors moi je connaissais un peu, mais en fait réellement rien de la guerre de sécession. C'est une guerre absolument fascinante, première guerre moderne, avant la Commune, et c'est toute cette littérature que j'aime aussi beaucoup, qui est héritière, dont Faulkner avait hérité, mais qui est avant, et où c'est des simples, souvent soldats, là-dedans, mais qui sont dans des paysages qui sont des paysages de nature dénaturée, de nature en guerre, de nature qu'on va écramer, sur laquelle on va marcher. Et donc, toujours, pour te reprendre, Simone Veil, ce qui m'a ému et qui m'a rassuré dans ce chemin-là,
c'est que les seuls quelques feuillets que je cite, eh ben, il y a des moments qui sont un peu panthéistes, qui sont un peu des moments de rêverie, où elle a des annotations de cet ordre-là, et où elle dit un truc, il y a un coup de feu, il y a un moment vraiment grave, qui est un peu le moment que je décris, où, un peu après, où il y a un bombardement, et elle dit quelque chose comme « jamais senti aussi vivant », comme si dans l'ultra péril, dans le péril absolu, eh bien, tout se mettait à résonner d'une façon inouïe, aiguë, comme si on avait été aveugle, comme si on avait été sourd, et que d'un coup, tout se mettait à briller, à résonner. Et c'est ce que je voulais traduire à ce moment-là, qui est évidemment que quand on sait qu'on peut mourir de là, eh bien, tout prend une certaine résonance. Donc, je voulais l'amener et amener le lecteur jusqu'à la ligne de front. Mais après, pour tout de suite le ramener à l'entrée en Espagne de Simone Veil. Lui dire, voilà, là, on est dans un moment dramatique de son engagement, mais on va rembobiner, on va aller peu à peu jusqu'à ce moment que j'ai décrit au tout début. Il faut dire d'ailleurs, pour préciser exactement où elle en est à ce moment-là, que c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu séparer l'exercice, le travail philosophique de l'expérience concrète. Et par exemple, je sais qu'elle a écrit un texte célèbre sur la condition ouvrière, par exemple. Elle a été travailler dans des, dans des usines. Elle-même, elle a vécu très difficilement. Là, de la même façon, elle se mêle aux combattants. Elle dit, par exemple, maman, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. Et vous dites vous-même, j'ai noté la phrase, écrire, penser, agir sont une même, seule et même chose. Oui, bah je pense, c'est la meilleure façon, enfin en tout cas pour moi dans l'écriture, de le traduire. Écrire, penser, agir sont une seule même chose, parce que c'est à la fois simple, ça dit exactement, mais c'est aussi rare, y compris chez un penseur, chez un philosophe, et c'est presque antique, c'est presque la position ancienne, disons, elle ne considère pas qu'elle a le droit, qu'elle peut s'arroger le droit d'écrire soit sur la condition ouvrière, soit sur la guerre et l'engagement, sans en avoir payé le prix. Mais c'est pas simplement parce qu'il y aurait uniquement ce prix à payer pour s'autoriser, mais parce qu'elle considère que cette expérience est fondatrice pour pouvoir écrire. Et donc c'est vraiment, c'est presque un non-sens pour elle de ne pas s'engager d'autre. Ces divers engagements, celui dont je parle est un engagement dans la guerre d'Espagne, mais avant, comme tu l'as rappelé, elle est ouvrière chez Alstom, elle va participer aux grèves d'occupation en 1936, et elle va être ouvrière presseuse, et avec toute sa fragilité, parce que quand on sait, voilà, Simone Veil était quelqu'un, elle était myope, elle semble sur les photos, mais elle était très frêle, fragile physiquement, pas du tout dans son caractère ni dans ses décisions, mais elle en a payé le prix fort, puisque son engagement en usine l'a détruit totalement, et c'est ce qui lui permet de raconter ce qu'est la souffrance ouvrière réellement, et donc c'est ce qui donne la valeur inouïe de ces textes. Ça n'est une nécessité interne, c'est pas une... pour moi, c'est même pas une, voilà, c'est pas une position philosophique, c'est vraiment ne pas le faire, c'est presque à ce point en contradiction avec son fort intérieur qu'elle se met en danger presque moralement, psychiquement. Et la guerre d'Espagne, c'est vraiment ce qu'elle dit. Elle n'est pas va-t-en-guerre, elle est pacifiste, mais elle a cette phrase qui revient auprès d'amis, elle dit que la position de l'arrière lui est insupportable. Et moi, j'aime bien cette phrase parce qu'elle ne dit pas que c'est une va-t-en-guerre, elle dit insupportable. Qu'en fait, il est plus insupportable pour elle d'être en France et d'entendre les nouvelles des massacres ou du fait que les fascistes renversent une république, que d'y être avec le péril de sa vie,
c'est plus supportable pour elle d'être là-bas et d'essayer de comprendre, participer et essayer d'être là. Et donc, au début, elle part comme journaliste, avec de grandes ambitions, mais pas forcément elle a des ambitions aussi pas de combat, mais de prêter main forte. Mais c'est vraiment ça, et ça va la guider toute sa vie. Et la phrase que tu as citée, l'autre aiguillon, il y a celui-là, de faire coïncider sa pensée et ses actes. Il paraît, quand on regarde et quand on sait si rare, hein, y compris avec nos philosophes, mais de l'autre, de faire coïncider, c'est pas coïncider, de toujours être du côté des vaincus, toujours être du côté du malheur. Et donc, ce qui l'amène à, comme je le disais, pendant la Seconde Guerre mondiale, à avoir une philo presque sacrificielle ou martyre, parce qu'elle ne pourra être envoyée on lui refuse d'entrer totalement dans la résistance en France et d'être envoyée parachutée. Et elle va décider de ne pas s'alimenter davantage que le rationnement en France. Partager le sort des vaincus, le sort des humiliés, le sort des malheureux, et donc peu à peu, ce qui ne lui permettra pas de combattre sa tuberculose et l'amènera peu à peu à être, elle, terrassée par cette empathie, cette empathie extrême. Oui, donc on peut dire que dans cet engagement, même si au début elle y est sans la moindre réticence, ce parcours-là, c'est quand même un parcours de... Elle reste philosophe, c'est un parcours qui a sa morale, où la morale est importante, la morale personnelle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je suis un peu à me répéter, mais qui est très important, je pense, chez Simone Veil, c'est ce qu'on pourrait appeler un territoire de vérité. Voilà. C'est le terrain qu'elle a choisi. Sa vérité, la vérité. La vérité au sens qui la guide. Et donc, elle est capable de s'éloigner de son propre camp si elle sent que ce territoire s'éloigne. Et donc, elle est capable de penser contre son camp, de penser, on dit que voilà, aussi penser contre soi-même, penser contre... Et donc, elle a réellement cette force-là d'arrachement. Et c'est drôle, la manière que tu l'as décrire, parce que c'est très juste au sens où, quand elle est en Angleterre, elle revoit beaucoup de gens qui sont dans la France libre. Et il y en a un qui est philosophe, qui est Jean Cavaillès, qui est un des grands résistants, qui va mourir de sa résistance, qui sera tué. Et ils se connaissent et ils ont cette discussion et il lui dit tu pourras pas être un bon soldat parce que tu comprends pas ce que c'est. Tu comprends pas que tu vas devoir abandonner ta pensée, tu vas devoir exécuter des ordres. Et tu n'es pas capable, mais il ne lui dit pas comme un reproche, non. Il lui dit on sait comment tu fonctionnes, on sait l'exigence qui est la tienne, et tu n'arriveras pas à être soldat. Moi, il lui dit j'ai abandonné. Je m'exécute à une chaîne de commandement. Et si je fais autrement, je ne suis pas un bon soldat. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas qu'elle ne veut pas le comprendre, c'est qu'elle considère que la guerre, peut-être, elle a encore l'espoir que ça puisse se faire autrement. Grâce à deux anarchistes qu'elle a connus au temps de l'occupation de l'usine en 1936, elle va pouvoir donc rentrer dans cette fameuse colonne. Elle ne va pas rester très longtemps parce qu'elle va se blesser au pied et elle sera accueillie assez rapidement. Mais la première chose qu'elle note, c'est la diversité des destins des gens qui constituent ces combattants, cette colonne. Par exemple, il n'y a qu'un seul militaire. Tous les autres sont des amateurs, entre guillemets. Il y en a que deux, je crois, qui parlent espagnol. Tous les autres parlent français. Et d'ailleurs, vous notez à un moment, cette phrase sur laquelle vous pouvez que lutter, vous dites « en mission ». On se battait en français dans le texte. Et en français dans le texte, ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord, c'est une expression un peu d'édition, quoi. Quand on fait une traduction et que l'auteur a écrit quelque chose en français, on met en français dans le texte. En français dans le texte, c'est aussi un grand recueil de poèmes d'Aragon de la période de la Résistance. Et là, on voit le lien qu'il y a entre la guerre d'Espagne
et ce qui va se passer après, et peut-être ce combat justement par l'écriture aussi, par la parole, et peut-être est-ce que finalement la langue, le français justement, est lui-même le lieu d'un combat, le lieu de son combat. Ouais, c'est assez juste, hein, parce que sans devancer qui est disons, le pivot de ce livre, qui est la lettre que Simone Veil écrit à Bernanos, il y a ils sont tombés dans la bibliophilie et la pédanterie. Donc, c'est vous savez, Bernanos a été un grand résistant, mais un résistant depuis le Brésil, ce qui n'a rien enlevé à ses actes de résistance, mais qui sont passés par les textes et par la radio, et par ces textes qui ont porté aussi l'engagement. Et ces textes sont rassemblés sous le mot de écrit de combat. Je crois que c'est aussi une autre forme, et Bernanos écrira, et en français, le premier grand texte de dénonciation des crimes des fascistes en Espagne, en pensant contre son camp, qui s'appelle Les grands cimetières sous la lune. Donc oui, il y a une efficience, un renversement qui peut s'opérer par l'écriture, par la parole, et en partie par cette littérature française. Mais pour revenir à la colonne internationale, elle est, oui, elle n'est pas amateur, elle est au sens de, c'est comme une nation en armes. Elle se soulève, et ça vient de toute l'Europe. Alors il y a une anecdote, c'est qu'on raconte que, ce qui est vrai, hein, au début de 1936, enfin en juillet 1936, il y a des Jeux Olympiques. Alors il y a les Jeux Olympiques à Berlin, et il y a les contre-Jeux Olympiques qui ont lieu, c'est des contre antifascistes qui ont lieu à Barcelone, et ce sont des Spartakiades. Et en fait, il y a des militants de tout pays qui sont réunis pour des anti-Jeux Olympiques, et on raconte que beaucoup sont restés ensuite en Espagne, mais aussi il y a toute l'Europe qui attend le grand soir, si vous voulez, alors soit qui attend le grand soir, soit qui est en défense d'une république menacée, parce que c'est ça la guerre civile, c'est une république qui est renversée par des généraux et par une conspiration, si vous voulez, et par toute une partie de la population qui va aussi se placer du côté phalangiste, fasciste, et eux disent nationaux, contre les républicains. Voilà, c'est cette position de partition du pays. Mais s'y trouvent des gens qui sont en défense des idéaux en républicains ou anarchistes, et c'est le cas de Simone Veil, c'est le cas des deux qu'elle retrouve, qui s'appellent Riedel et Carpentier, qui sont deux qu'elle a rencontrés dans des grèves d'occupation à Paris, dans des usines, et ces deux-là sont partis belges, ont fait partie de plusieurs actions de l'anarchisme syndical, voilà, attendent ce moment aussi, et sont très valeureux. Mais il y a des gens très différents, et c'est ce que je voulais raconter tout à l'heure. Je vous disais, des communautés provisoires, c'est une manière de raconter une époque. Oui, il y a un ancien de Verdun qui est tombé après-guerre dans la clochardise, et qui vivait à Barcelone, et lui c'est le seul des militaires effectivement de grande expérience. Il y a quelques Espagnols, il y a un Savoyard, il y a un Savoyard italien, il y a un très étonnant anarchiste kabyle. Justement, je voulais parler de ce personnage qui est particulièrement intéressant. En fait, d'abord, il y a des très belles pages sur ce personnage qui évoque, en parlant aux autres, ou dans certains écrits aussi, sont peut-être des journaux qu'il a tenus, des choses comme ça, qui évoque justement son village de Kabylie avant la colonisation, et la tradition qu'il y avait l'idéal d'entraide. D'ailleurs, j'ai noté que la colonisation, on entend colonne dedans. Je ne sais pas s'il y a une ambiguïté ou si c'est le hasard, mais quand on entend ce personnage parler, raconter sa Kabylie, ça nous fait penser à autre chose, parce que c'est pas dit dans le texte, mais à l'horizon, il y a en 1937, je pense, les célèbres articles de Camus sur Misère de la Kabylie,
qui reprend un peu quand même ce que dit le personnage et qui alerte. Camus est très jeune à ce moment-là, je crois qu'il doit avoir 24 ans ou 24 ans, un truc comme ça. Et ensuite, encore autre chose derrière, c'est que après la guerre, immédiatement le mai 45, exactement, il y a ce grand le massacre de Sétif, dont il me semble le personnage annonce un peu la venue en disant il avertissait prenez garde qu'un jour les parias en aient marre et qu'ils prennent les fusils que vous leur avez appris à manier. Il y a une chose, c'est que Camus, tout à l'heure j'en ai parlé à propos de Simone Veil. Oui. Simplement pour dire que Simone Veil elle-même apparemment pensait que cette guerre allait devenir la guerre de la Russie contre l'Allemagne et l'Italie, et que s'il y avait une guerre, ça allait déboucher forcément sur des guerres coloniales après. Bah, non, c'est plus. Alors, ça, c'est autre chose. C'est que Simone Veil s'éloigne de la cause espagnole, comme nombreux qui ont connu ce que j'ai dit, qu'on a appelé, bref, été de l'anarchie, qui a été un moment de félicité aussi, y compris dans l'engagement. Et puis, ils ont vu ce moment où ça se contracte, ce moment où la position, où le mouvement se durcit, et y compris la mainmise du stalinisme, la mainmise d'un affrontement de blocs, et d'un affrontement, et de ce qu'on nous a appris dans l'histoire, qui est la préparation de la Seconde Guerre mondiale avec l'engagement des militaires italiens, les bombardements allemands et les soviétiques, et donc le fait que ça devient une guerre internationale, non pas en lieu et place de la guerre civile, mais que ça vient prendre appui sur la guerre civile. Et donc elle s'en éloigne déjà parce que sa guerre a été complexe, mais après d'autant plus. Mais pour revenir à ce que tu dis, Camus c'est un personnage qui traverse tous les livres, qui est presque toujours là, d'une manière à la fois hasardeuse et souhaitée. Et oui, ce qui m'importait dans ce livre-là, et je parlais c'est l'épaisseur du temps et de quelle manière ça fait son chemin. Et oui, les choses se dessinent et je suis à peu près persuadé que la proximité, la rencontre que fait Simone Veil avec Mohamed Sey, cet anarchiste kabyle, qui est persuadé et a raison, que dans les luttes sociales, à ce moment-là, on oublie la lutte anticoloniale, qu'on ne voit pas encore la lutte anticoloniale, on n'est pas encore à ce moment-là de l'histoire. Et lui est le premier à théoriser, à écrire beaucoup, à mobiliser. Et quand elle revient et qu'elle s'éloigne peu à peu de l'engagement pour l'Espagne, elle va se porter sur et elle écrira parmi des textes les plus importants de lutte anticoloniale avant même que ça soit ce que tu disais, c'est-à-dire après-guerre, avant même que ce soit les prémices des événements. Mais Mohamed Sey, c'est un personnage très étonnant parce qu'il a beaucoup écrit dans des journaux militants, anarchistes. Ces textes ont été rassemblés il y a peu de temps. C'était une figure très marquante. Il est mort, toute sa vie a été ce combat pour la libération de l'Algérie. Il est mort un an avant ce qu'on a appelé les événements. Et il avait, alors sans que les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord, mais Prévert aurait été assez proche de lui. Et ce poème qui est important, qui s'appelle Étrange, étranger, lui serait dédié. Et donc c'est une figure comme ça qui traverse l'histoire, une sorte d'anonyme, et ça c'est ce qui m'importe dans les 3 livres aussi, c'est de faire ressurgir. C'est des effets dans Constellation, je disais que oui, il y a des étoiles qui sont plus brillantes que d'autres dans cette constellation de personnages qui forment une seule image, mais que celles qui ne le sont pas de prime abord parfois étaient les plus, pour moi, fortes, les plus romanesques. Alors là, c'est Simone Veil, bien sûr, qui prend dans Constellation, c'était Cerdan, mais il y avait Neveu, la violoniste, et puis parfois c'était le destin, je sais pas, dans Constellation, j'avais voulu raconter des anonymes dont les destins étaient incroyables, comme Kekamen, le directeur commercial de Disney, qui avait fait la fortune des Disney en inventant le merchandising et ce qui
ce qui fait voilà, ce qui va jusqu'à même la création des parcs et tout, mais c'est un type qui avait eu en fait l'idée qui a sauvé même économiquement. Mais c'était aussi cette bobineuse dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était absolument incroyable. C'était une jeune bobineuse, d'une famille nombreuse, sans dessous, et qui reçoit un jour une lettre. Mais moi-même, en le lisant, la chose m'apparaissait peut-être comme invraisemblable. Recevoir une lettre de sa tante qui avait fait fortune, qui avait émigré aux États-Unis, qui avait fait fortune dans le nylon, et qui n'avait pas d'héritier, était une femme seule, et proposait à sa nièce, dont elle était la marraine, de la rejoindre et de lui apprendre le métier et qu'elle devienne sa seule héritière. C'était vraiment une sorte... et puis c'était de montrer aussi quelqu'un qui s'embarque sur un avion avec cette espèce d'espoir inouï, et avec cette manière qu'a le hasard de se jouer de nous. Et il y avait une phrase, mais c'est pas non plus trivial ni pour se moquer, mais parce que c'est un événement dramatique, mais une phrase qui dit ça très bien, c'est une phrase d'un quelqu'un qui faisait des aphorismes en américain, qui dit, il s'appelle Ambrose Bierce, il dit une patte de lapin peut porter chance, mais elle ne l'a pas porté au lapin. Et c'est cette inversion constante en fait dans la manière dont on ne sait pas ce qui se joue dans notre propre bonheur en fait, ou dans notre propre hasard, puisque en constellation, quand Cerdan rentre dans l'avion, il n'a pas de billet et il fait valoir, enfin son manager fait valoir son droit de priorité, ils sont trois, et il y a trois personnes qui sortent de l'avion, enfin, qui ne rentrent pas dans l'avion. Et ces trois doivent leur vie à la décision de ces trois-là. Donc, et il y avait un couple d'Américains en voyage de noces à Paris, qui était tout à fait heureux parce qu'on demandait des volontaires avant de prendre au hasard. Donc eux, ils étaient tout à fait heureux de rester à Paris pour prolonger leur lune de miel. Donc, par exemple, c'est vraiment, si vous devez votre vie à... ça doit être une vie assez inouïe, enfin assez étonnante, c'est-à-dire de savoir que... Et dans Constellation, il y avait un destin qui m'avait... je me rappelle, là aussi, à chaque fois quand on lit, on se dit mais c'est pas possible, c'est invraisemblable, c'est cette idée que parfois... C'est pour ça que c'est des romans sans fiction aussi, c'est que si presque c'était une fiction, on n'y croirait pas. Et il y en avait un qui s'appelle Lovenstein, qui était tanneur, et lui, il avait divorcé quelques mois plus tôt à Reno, parce que vous savez, aux États-Unis, il y a des différences de loi entre les États, et à Reno, vous pouviez divorcer vite. Et donc, il y avait pas mal de stars hollywoodiennes qui allaient à Reno pour pouvoir se séparer de leur conjoint. Il fallait rester un mois, donc ils allaient à l'hôtel, il y avait un superbe hôtel à Reno, et lui avait fait ça avec sa femme, ils ne s'entendaient plus, ils avaient divorcé. Et ils reprenaient l'avion parce qu'en fait, ils s'étaient rendus compte, les deux, sa femme et lui, qu'ils se manquaient, qu'ils avaient fait une erreur. Et ils partaient pour se remarier avec elle. Donc voilà, c'était de quelque manière le destin se joue toujours de nous. Et on va revenir sur Colonne parce que là, il va se passer un événement qui va nous faire basculer dans tout à fait autre chose. La deuxième partie, d'abord l'accident, la brûlure au pied de Simone Veil qui fait qu'elle va être disons, exfiltrée et qu'elle va rentrer provisoirement en France. Et aussi parce qu'il se passe un événement pendant qu'elle n'est pas là, c'est que justement des républicains, des combattants vont commettre un assassinat, ils vont fusiller un petit phalangiste de 16 ans, enfin probablement assez innocent, dont on apprendra après qu'il s'était engagé parce que son père étant soupçonné, lui, d'être républicain, il voulait un peu, en quelque sorte, lui porter secours en s'engageant de l'autre côté, quoi. Et cet assassinat va avoir une grande importance parce que pour elle, ça va remettre en question, justement, elle va beaucoup s'interroger sur le principe de la justesse de la guerre juste, et aussi le fait que des exactions peuvent abîmer et même compromettre une cause. Tout à l'heure, je parlais de l'expérience et de la manière dont elle influe sur la pensée.
un des grands concepts de Simone Weil qu'elle théorisera, c'est celui de la force, ce qu'elle appelle la force et la corruption de la force. Et, et je pense que c'est quelque chose qu'elle expérimente très précisément en Espagne. Alors, c'est très complexe, ce moment-là, parce que, et c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse, c'est le problème de la fiabilité des mémoires, le problème des histoires enchâssées, le problème tu vois, tu vas essayer d'expliquer que le gamin était... Et c'est tout de suite, on se dit, merde, mais attends, il est phalangiste, mais il ne l'est pas, et son père... Et, parce que c'est ça la réalité, en fait. La réalité est extrêmement complexe, on y confronte chacun, et on sait qu'il suffit de lire, je sais pas, grand reportage en ce moment sur l'Ukraine. Je pense au reportage, par exemple, d'Ariane Chemin, là, dans Le Monde, où elle racontait très exactement une histoire comme ça, dans un village comme celui de Butcha, où les Russes et où il y en a un qui est pris pour un traître. Et en fait, l'histoire est évidemment plus complexe et fait de tous les enjeux personnels de chacun et de la difficulté. Donc c'est lutter contre cette vision manichéenne de la guerre qui est affreuse, qui est fausse et qui donne l'impression de deux armées rangées alors que la chose est plus complexe. Alors évidemment, pour moi, c'est pas du relativisme pour autant, c'est pas de dire balle au centre. Loin de là, il y a une cause qui en soi, il y a des massacres qui ont été qui ont été des abominations et que raconte Bernanos du côté phalangiste. Mais il y a eu, parce que la guerre, et c'est la conviction enfin, c'est le questionnement qu'a Simone Weil, est-ce qu'une guerre peut être juste, est-ce qu'une guerre... Et en fait, toujours, évidemment que la force, même si les idéaux du Ruti étaient justement de ne pas avoir d'exécution sommaire, et cette histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'elle présume, elle, parce qu'en fait, elle est blessée, comme tu l'as rappelé, et c'est même intéressant de savoir qu'elle est blessée, parce que quand elle est en Angleterre et qu'elle ne peut pas être parachutée, elle a cette phrase, moi, qui m'a paru être la clé de compréhension du personnage. Elle lui dit, elle se demande, elle dit, je ne sais pas si ma maladresse n'est pas, d'une certaine manière, le bras armé de ma peur ou de ma faiblesse. Et comme si sa maladresse était venue la sauver d'une possible exaction qu'elle aurait commis ou auquel elle aurait participé, ou d'un crime. Et de la même manière, peut-être que sa propre peur de l'événement, elle en était... voilà. Et elle est renvoyée, avant d'être renvoyée en Espagne, elle est en convalescence. D'abord, il y a tout un cheminement jusqu'à Barcelone. Et après, elle est renvoyée dans un hôpital militaire qui est investi dans un hôtel sur la côte à Sitges, si vous voyez en dessous de Barcelone. Et là, vont lui rendre visite ses deux compagnons dont on parlait tout à l'heure, Ida Le Carpentier, qui est sorti de la colonne, vont aller la voir et pour prendre de ses nouvelles, pour la revoir, et pendant sa convalescence. Et ils vont lui raconter cet événement. Donc déjà, c'est un événement qu'elle n'a pas vu. Et c'est là où ça m'intéressait, c'est de raconter, d'essayer de démêler, et de dire, peut-être que même elle, qui est une figure incroyable, je ne dirais pas à ses zones d'ombre, mais elle-même se trompe ou ne raconte pas tout à fait l'histoire telle qu'elle a été. Et donc de rajouter un peu d'épaisseur à un événement. Oui, à ce moment-là, intervient un texte absolument superbe qu'on ne peut pas lire parce qu'il est trop long, mais qui est la lettre qu'elle écrit à Bernanos quand Bernanos publie, donc en 1938, Les grands cimetières sous la lune. Or, il faut dire peut-être en deux mots que Bernanos à ce moment-là n'est pas un inconnu puisqu'il a déjà publié Sous le soleil de Satan, le journal d'un curé de campagne, mais que c'est pas du tout un gauchiste, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est proche qui est un royaliste et qui est proche de la pensée de Drumont au départ. Quoi. Il est limite assez antisémite. Or, comme tu l'as très bien dit, il va écrire tout à fait contre son camp parce qu'il est horrifié, parce que à la fois les militaires l'ont fait, et aussi l'attitude de la bourgeoisie et du clergé, puisque lui est un grand catholique. Et je passe très vite sur cette lettre, mais qui est passionnante, pour en arriver à
à la conclusion, en quelque sorte, de Simone Veil, qui raconte justement cette histoire d'Angèle, et qui dit qu'elle a été choquée par le fait qu'elle n'ait pas senti autour d'elle, quand des exactions comme ça se passent, de réprobation générale. Et en fait, elle en tire une sorte de conclusion philosophique qui est que sans la menace d'un châtiment ou d'un blâme, on peut se croire autorisé à tuer. Oui, en tout cas, alors, comme je l'ai dit, elle a peut-être. Je pense que sa guerre est complexe, y compris ce qu'elle a vu, et euh, que la volonté de se rapprocher de Bernanos dans cette lettre l'amène aussi à biaiser un petit peu, y compris son propre engagement et ce qu'elle a pu voir. Mais je ne dis pas non plus qu'elle. Enfin, c'est une position, disons, complexe. Mais cette lettre, pour moi, elle est vraiment au cœur du livre, elle est même au cœur du projet. Disons, tout à l'heure, je parlais des objets, des photos, mais vraiment, presque l'autre, tout à l'heure, j'ai décrivé ce qu'était le cycle, l'autre récurrence, c'est de quelle manière certains objets du passé viennent réapparaître et réactiver un passé dans un autre moment. C'est-à-dire, pour être clair, dans Constellation, c'est vraiment un bout un bout de violon, une volute, un morceau du violon qui est ramené d'ailleurs en direct à la télé sur le plateau du Grand Échiquier et qui est transmis au luthier Étienne Vatelot, qui est le dernier à l'avoir travaillé et qui est celui de neveu et qui réapparaît comme ça au détour d'un hasard que je ne raconterai pas là, mais qui est une pièce manquante, si vous voulez, du puzzle et qui étrangle dans la voix Étienne Vatelot, qui le reconnaît, qui dit même j'ai pas besoin de mes lunettes, je sais exactement au toucher que c'est la volute du Guadagnini de Ginette Neveu. C'était pareil pour les photos, comme je le disais tout à l'heure. Et la lettre, pour moi, c'est ça, parce qu'elle a une. Et vous allez tout de suite voir, mais pour moi, pourquoi elle m'émeut cette lettre outre le texte? Parce que, tu l'as dit, donc Bernanos, c'est à Majorque, c'est vraiment en face de Sitges. Donc ce que voit Bernanos, les exactions, et c'est au même moment. Les exactions qu'il voit, les républicains en déroute qui partent de Majorque et qui vont vers Sitges, c'est comme s'il y avait un passage de relais, un passage de regard. Ce que lui voit, elle le voit arriver, enfin à l'inverse. Et donc c'est vraiment comme une sorte de composition à plusieurs d'un pan de l'histoire. Et il va effectivement penser contre son corps parce il est même phalangiste. Il voit d'un bon œil le mouvement phalangiste. Son fils, Yves Bernanos, va s'engager dans les rangs phalangistes. Et au bout d'un moment, son fils comme lui voit, mais d'abord lui, les massacres, voit les exécutions sommaires, voit les vendettas, voit de quelle manière son prétexte aussi à des massacres dans les villages. Et donc va commencer à écrire ce grand livre qui est Les cimetières sous la lune, et qui va être vraiment la première grande dénonciation. Et quand Simone Veil revient en France, fin 36, il faut attendre encore un moment avant qu'elle lise ce texte, puisqu'il paraît en 37-38. Elle le lit et elle lui écrit cette lettre. Et cette lettre, elle a un destin étrange, c'est-à-dire qu'elle lui envoie cette lettre, qui est une magnifique lettre sur l'engagement, sur ce qu'elle a vu, comme tu le rappelles, les phrases que tu as rappelées, où elle a l'impression d'y trouver comme un frère en vérité, un frère sur ce terrain de vérité dont je parlais, mais d'un autre camp, qui a su penser contre son camp. Mais il ne lui répond jamais. On n'a pas de trace de sa réponse, on sait qu'il ne lui répond pas. Et par contre, donc on ne connaît pas cette lettre, c'est une correspondance privée. Elle est envoyée en 37-38 et en 48, quand Bernanos meurt, on vérifie ses affaires et on sort de sa poche son portefeuille et on trouve à l'intérieur du portefeuille 2 lettres, dont celle-là, qu'il a en fait gardée pendant 10 ans sur lui. Ce qui paraît être la réponse absolue, si vous voulez, peut-être à la lettre. Comme si ça avait été d'un secours tel qu'il l'a porté. Voilà. Et donc, c'est au cœur du livre, c'est cette permanence d'un objet qui vient réactiver. Donc, comme je vous disais, ça vient réactiver un passé au point que la lettre est lue une première fois par les enfants de Bernanos, par la famille de Bernanos qui récupère cette lettre. Alors, ils décident de la publier, de la faire publier dans une petite revue confidentielle qui sont, je sais pas, la Société des Amis de Bernanos.
Donc personne n'en entend parler. Et puis après, Camus, des années encore après, on est en 54, va décider d'écrire à un ami qui tient une revue plutôt d'obédience anarchiste en Suisse. Et elle va être publiée. Alors là, elle va faire grand bruit parce qu'en fait, certains de ses amis qui sont dans la colonne vont pour la première fois lire cette lettre et dire c'est pas tout à fait vrai. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Elle n'a pas tout vu. On garde notre amitié profonde pour la personne, pour celle qu'on a connue. Mais là, cette histoire d'enfant, elle ne s'est pas passée comme elle s'est passée. Et donc, c'est ce que je disais sur la réactivation d'un passé. C'est que d'un coup, le passé, comme s'il était encore actif, comme s'il était encore brûlant, et ils vont répondre. Et ils vont avoir un droit de réponse, et cette lettre devient une espèce de symbole et de manière pour Simone Veil de continuer un dialogue, même après la mort. Et alors, est-ce que ça pose pas la question de comment s'écrit l'histoire finalement? Parce qu'il y a toujours, plus ou moins dans l'histoire, ce conflit entre ceux qui écrivent l'histoire, ceux qui lui donnent forme, ceux qui reconstituent d'archives ou des choses comme ça, et ceux qui l'ont vécu. Et finalement, est-ce que ça n'est pas une autre réalité qui est créée une fois qu'on commence à écrire l'histoire, que ce soit dans des livres d'histoire ou que ce soit dans des romans, quoi, finalement? Est-ce que la réalité historique, est-ce qu'on peut réellement l'appréhender? On peut en appréhender les contours, on peut essayer de s'approcher le plus d'une vérité de l'instant, d'une vérité historique, évidemment, et c'est comme tout à l'heure ce que je disais par rapport à la différence entre fasciste et républicain, je ne suis pas dans cette espèce de relativisme absolu à dire, bon, bah, tout le monde dans de la même manière, le rôle de l'histoire est absolument fondamental, et le travail des historiens, le travail sur les archives, le travail sur les traces, et ce qui permet de reconstituer, y compris là où ça a été détruit, et la Seconde Guerre mondiale nous le raconte, mais il est vrai que l'histoire est faite de mémoires recomposées, est faite de traces, aussi de méfiance que doit avoir l'historien vis-à-vis de mémoires, et de mémoires qui sont à la fois qui sont pas infaillibles et qui sont parfois mensongères. Mais parce que c'est normal, ou alors qu'ils ne sont mensongères alors malgré elles, parce qu'on reconstitue ce que l'on a vécu même dans un traumatisme, dans quelque chose qu'on a à l'instant. Et c'est comme si il y avait c'est comme si vous étiez à une terrasse d'un café, il y a un accident, et on vient prendre votre déposition, ainsi qu'au reste des gens qui sont à la terrasse. Il y en a qui vont être de dos, qui sont face à la voiture, d'autres qui sont de biais, certains qui étaient dans le café. Et on va dire que le travail de l'enquêteur va être de recouper toutes ces informations, et on va voir que chacun reconstitue un peu l'événement aussi, et qu'on s'approche le plus à peu près d'une vérité. Mais on sait que c'est illusoire d'espérer avoir l'image nette. Et ça, moi, je m'en étais rendu compte surtout dans Constellation, où reconstituer, il fallait parfois s'affranchir des mémoires familiales, essayer d'aller un peu creuser davantage. Pour Colonne, c'est très évident, et c'est l'épreuve que fait le lecteur dans ce livre. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais, c'est à travers un livre dense, relativement web, passer par le récit de ces quelques dizaines de journées dans la colonne, 40 jours que passe Simone Veil en Espagne, cette trajet bref, puis avoir cette lettre et se dire, attends, ce qui m'a été raconté là, en fait, elle a vécu d'autres événements, et voilà. Et après, de démêler les fils de l'histoire et de montrer que voilà, cet événement a de multiples facettes, parce que, d'ailleurs, je parlais de littérature américaine, mais il y a un livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas sur la guerre de sécession, mais j'ai vu qu'en fait, c'était presque ce que j'aimais bien était un mécanisme de littérature assez commun. Bon, je sais que le roman polyphonique est un truc commun, mais que dans la littérature américaine, ce que je disais sur la guerre de sécession, il y en a eu des romans comme ça où il y a 15 soldats très différents, et en fait ils recomposent un même événement. Mais il y a un livre génial sur la Première Guerre mondiale et les engagés américains, c'est un livre chez Gallmeister qui s'appelle Compagnie K, qui est un livre très très beau,
où c'est un seul et même régiment pris dans une bataille, pris sur, je crois que c'est la bataille de la Somme, et il y a une explosion, enfin ils foncent sur on dirait la terre à personne, le no man's land, et foncent, et en fait ça va être raconté de chacun, d'une compagnie entière. Et chacun avec son passé, chacun avec ce qu'il quitte dans l'instant, ce qui va être ses derniers moments et autres. Et moi je trouve ça incroyablement vrai, émouvant, parce que ça vient recomposer par facettes, alors parfois des choses contradictoires, mais qui sont la vérité de nos vies, qui sont contradictoires, qu'on n'est pas fait d'un... Là, que la vie est belle et étonnante parce qu'elle est faite d'une multiplicité. Et c'est ça aussi, et le mouvement de mes livres, et le mouvement de la vérité historique qui est fait de multiples regards. Je passe sur la fin du livre très rapidement, mais en signalant quand même qu'il y a de très belles pages, notamment sur ce que deviennent tous les protagonistes après la mort de Simone Veil. Et le livre se termine sur une très belle description, enfin sur un très beau chapitre qui décrit la tombe de Simone Veil à Londres. Et d'ailleurs, ce qui nous fait penser aussi que ce livre peut être un tombeau aussi, du genre littéraire, le tombeau. Mais pour conclure, j'aimerais revenir sur un thème qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il est abordé très rapidement, vraiment à peine de 2 pages vers le milieu du livre, et qui est, ce que j'ai noté sur mes papiers, le fleuve des pères, c'est-à-dire le fleuve des fils et des pères. On retrouve cet agencement plusieurs fois dans le livre. Par exemple, on a par exemple le fils de Bernanos qui s'engage parmi les nationalistes aussi parce que son père lui a été blessé à la guerre de 14, il est trop vieux pour se battre de toute façon, et puis il a eu un accident de moto, enfin bon, bref. Donc le fils devient un peu le chevalier, le héros du père. De même, on parlait tout à l'heure du petit phalangiste qui s'est engagé peut-être aussi pour sauver la vie ou la réputation de son père qui lui était tout à fait de l'autre bord. Donc il y a peut-être une tentative de sauvetage un peu symbolique des fils dans cette histoire. Et vous racontez aussi une anecdote un moment de Werner Herzog en 1974 qui fait une grande marche parce qu'il va visiter une amie qui est très malade et il pense que de faire tout ce cheminement à pied, ça va avoir une force qui va peut-être l'aider à tenir un peu et sans vouloir révéler de choses trop personnelles, quoi. Il y a une perte que vous évoquez à ce moment du récit, au moment où vous envisagez justement de remettre vos pas dans la colonne, justement, et vous dites à ce propos, il n'y a plus rien que la douleur et l'absence, et là, vous vous lancez dans une marche, mais qui est une marche, pour ainsi dire, inversée, quoi, du parcours du livre. Et là encore, on a en quelque sorte, enfin, vous concluez en disant j'avais envie de me retrouver seul. Et ça a un double sens, se retrouver seul. Ça veut dire on se retrouve seul parce qu'on a perdu quelque chose, mais on se retrouve seul parce qu'on fait soi-même la démarche de se retrouver en remontant justement le fleuve de la mémoire, peut-être. Oui, c'est pas pour... Enfin, dans les 3 livres, je ne l'ai pas fait sciemment, mais 3 livres où à chaque fois, c'est des livres qui paraissent contrôlés, très contrôlés par leur recherche, par leur structure, mais où je me suis toujours laissé volontairement déborder par ce qui était mon présent dans l'écriture, mais que quand ça avait une profonde sincérité, que je le sentais, y compris même si ça devait
donnait l'impression que c'était bancal. C'est-à-dire que d'un coup, on est en train de lire, et puis j'apparais, mais c'était pas une manière de sentimentalisme ou d'agripper comme ça le lecteur. C'était vraiment, je m'autorisais, ça aurait pu ne pas être dans chaque livre, mais c'était une réalité. Et dans le premier, c'était une autre histoire. Dans le deuxième, finalement, c'était quelque chose où je me suis rendu compte que, en fait, on se dit, mais pourquoi on écrit ça? Qu'est-ce que c'est qui nous pousse? Et je sais pas, dans le deuxième livre, d'un coup, je m'étais rendu compte que j'avais quelque chose à raconter sur mes frères. C'était vraiment là. Et ça ouvrait le livre et ça fermait le livre. Et c'était pas arbitraire, c'était vraiment. En fait, c'était ce qui guidait cette écriture. C'était un livre que j'écrivais un peu pour eux, mais sans que ce soit une espèce de dette du tout. Mais il y avait un truc comme si c'était le sentiment profond, le sentiment fraternel qui était là. Et, et ce livre, je l'ai écrit. J'avais l'idée de longue date, et effectivement, comme dans tous mes livres, je savais qu'à un moment, j'irais dans les pas de la colonne, j'irais dans ces coins de l'Èbre, de Fuentes de Ebro, de Pina de Ebro, de Saragosse. Et effectivement, mon père est tombé malade quelques temps avant que je n'écrive le livre. En fait, toute la recherche était, si vous voulez, faite, et c'était le moment où je voulais vraiment y aller. Et j'ai repoussé, parce que, vous savez comment c'est, on ne veut pas se tenir éloigné dans ces cas-là. Et c'est comme si, et c'est pas du tout quelque chose de joyeux, mais c'est comme si le jour de sa mort, si vous voulez, j'avais considéré que, effectivement, j'aurais absolument pas souhaité vivre ce deuil, que je vais pas, comme tout le monde, un deuil, je ne sais pas ce que ça veut dire de vivre, mais en tout cas de l'affronter avec les miens. C'est bizarre, hein, mais pas avec ma famille et pas avec, je dis entièrement évidemment, mais pas avec ma famille et pas avec les miens, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Et j'avais un extrême besoin de solitude et un extrême besoin d'être, de comprendre ce qui s'était, enfin d'entendre ce qui s'était passé. Donc ce que j'avais reporté pendant 2 ans, là par contre c'était comme une nécessité, non pas de terminer un livre, mais d'y aller, presque le livre était un prétexte à ce cheminement. Et donc je me suis retrouvé là-bas, à Pina, à Saragosse, et j'étais parti pour 4-5 jours là-bas. Et puis en fait j'étais là-bas et je me suis dit, mais pourquoi tu continues pas? Parce que ça s'appelle le Camino de Ebro. C'est un camino comme vous avez pour Compostelle. Sauf que c'est un chemin que peu prennent parce que c'est vraiment, il faut partir de l'Èbre, remonter, donc c'est pas le chemin le plus évident. Enfin, c'est pas le chemin le plus logique. C'est un autre chemin. Mais c'est très beau parce qu'on suit l'Èbre. Même si c'est des terres un peu bizarres parce que c'est des terres totalement désertes. Et une anecdote, c'est qu'on dit qu'il y a tellement peu de gens dans ces coins d'Espagne qu'on nomme la région la Laponie espagnole, parce que la densité est comparable à la Laponie, la densité par habitant. Donc c'est des villages déserts, c'est des villages de guerre d'Espagne, c'est des villages totalement déserts. Et c'est là où presque l'énergie de l'Europe, en partie, c'est des champs et des champs de photovoltaïque, des champs et des champs d'éoliennes. Donc, le Quichotte y retrouverait d'autres moulins, mais c'est vraiment étonnant, c'est lunaire en fait. Et je me suis mis donc là-bas, et puis en fait je me suis dit que j'avais pas envie de rentrer. Et donc, tu citais un texte que j'aime beaucoup et qui effectivement a été un peu un phare, qui est un texte de Herzog, le cinéaste, et donc son ami Lloyd Tessner, qui est une critique de cinéma, est atteint d'un cancer, et il reçoit l'appel, on lui dit qu'elle est atteinte d'un cancer, il est à Munich, et il se met bien en tête à se dire, si je marche jusqu'à Paris, elle va s'en sortir. C'est de la pensée magique. Mais moi je comprends tout à fait, c'est pas moins vrai qu'une prière. C'est pas moins vrai qu'un cierge. Enfin, c'est même tout à fait un cierge. Et donc il se met en marche, et c'est un très très beau texte qui s'appelle Journal de glace. Et il marche comme ça, avec les mauvaises chaussures, bon, c'est un périple. Et c'est un peu ce que j'ai fait, alors j'ai une meilleure chaussure, mais j'ai descendu l'Èbre en sens inverse.
du Camino, parce que les gens partent plutôt. Donc les seuls, j'en ai dû en croiser 2 qui faisaient le Camino, je les croisais en sens inverse, donc ils devaient me regarder un peu bizarrement. Et je suis descendu en suivant les boucles, si vous voulez, en me faisant surprendre parce que pas tellement préparé, donc ça m'a mis près de 10-12 jours pour aller jusqu'à la mer. Et là où j'ai été très ému dans ce livre, et que c'est pas un livre d'impudeur, donc presque ce que je vous dire, vous ne le retrouverez pas dans le livre. En fait, il y a juste ce moment que tu dis où je désigne ce que c'est, effectivement, tu as raison, malgré moi, se dessiner des correspondances de père et de fils, mais aussi de père, ou de père et de mère et de fille, puisque les parents de Simone Veil se rendent en Espagne pour la sauver et ne la quittent jamais. Donc il y a aussi ces trajets de secours. Et lorsque je me suis retrouvé au bout de mon chemin, parce que vraiment, en fait, on se met à se mettre des règles. Et entre autres, la règle, c'était, je m'arrêterai quand je verrai la mer. Enfin, quand je serai au dernier phare, Donc c'est vraiment dans le delta de l'Ebbe, c'est comme la Camargue. Si vous connaissez bien la Camargue, c'est vraiment même étonnant à quel point c'est la Camargue. Et les mêmes toits de chaume, les mêmes... c'est un peu le Far West. Et je me suis trouvé tout au bout, effectivement au dernier phare. Et ça m'a vraiment ému parce que mon père était de la Camargue. Et je ne savais pas que ça ressemblait à ça. Et donc, mon père était un Montpelliérain, donc toute son enfance a grandi dans ces terres de Mastibert, de la Camargue profonde, du Sambuc, tout ça. Et j'avais l'impression d'être retombé en Camargue, et donc il y avait un truc très fort pour moi qui s'est passé à ce moment-là, et j'ai eu l'impression de pouvoir d'avoir vécu pleinement ce moment. Donc oui, malgré moi, c'est dessiné, et j'aurais préféré que ça ne soit pas, mais ça s'est dessiné de cette manière-là, dans le chemin soit des parents qui vont vers les enfants, soit des enfants qui vont vers les parents, et de qu'est-ce qui se joue là-dedans. Et ayant dit tout ça, je reviens pour terminer dans un grand dacapo. Tout ça d'abord nous renvoie aux dédicaces, aux personnes auxquelles sont dédicacés le livre, et qui eux-mêmes constituent peut-être, j'imagine, une colonne vertébrale peut-être dans ta vie. Et je souligne encore cette citation illustrée que tu mets au tout début du livre, qui dit, pour désigner la colonne, corps de troupe disposé dans un ordre qui a peu de front et beaucoup de profondeur. Et ça, c'est un peu l'histoire de ce livre et de cette expérience de Simone Veil avec sa colonne et le fait d'en réécrire l'histoire. C'est quelque chose qui a l'air d'avoir peu de fond, peu de front, mais qui amène assez loin. C'était peut-être Capitaine, c'est le moins. C'est celui des trois qui a la moindre épaisseur de mots ou double résonance ou triple résonance. Ce que j'ai aimé dans le titre de colonne, ou ce que j'ai aimé dans Constellation, c'était évidemment il y avait le sens littéral, une colonne militaire, et puis ce que tu as désigné, je vais pas revenir dessus, sa définition, mais aussi sa définition plus imagée, ou même ce que présente une colonne vertébrale, ou une colonne éthique, se tenir, voilà, savoir se tenir. Et Constellation, c'était ça, c'était évidemment le sens littéral, c'était littéral de l'événement, c'était le nom de l'avion, mais c'était la meilleure manière pour moi de décrire l'ambition du livre, qui était qu'est-ce qu'une constellation, sinon des points réunis qui ensemble forment une seule image, qui est ce livre, mais qui sont réunis par l'arbitraire de l'œil humain. C'est pas quelque chose qui est objectivement un scorpion. Voilà, c'est la civilisation, c'est les hommes, c'est la culture, c'est notre regard, c'est nous qui pointons les yeux vers le ciel, qui dessinons une image. Et c'est l'écrivain qui, pointant son regard vers un événement, dessine une image qui en fait n'a pas de réalité. Ce que je raconte dans Constellation, c'est là où c'est amusant, c'est que ça a beau être un roman sans fiction, pour moi c'est une pure fiction, au sens où la manière d'agencer les événements donne l'illusion quand on lit que tout ça est fatal, que ça aurait dû arriver et n'arriver que comme ça. Mais c'est aussi ce que crée la lecture. C'est-à-dire, ça n'est pas construit de manière hasardeuse.
C'est-à-dire que dans ce livre, je donne un exemple tout simple, mais il y a un chapitre qui va se terminer, qui va être un chapitre sur Cerdan, où je vais dire qu'au détour d'une phrase, il a 2 montres, il en a une à l'heure française et une à l'heure américaine. Et une qui a été offerte par Piaf et qu'il met dans l'avion, ce qui est vrai, qu'il changeait uniquement dans l'avion, où il se mettait à l'heure américaine. Et je sais juste après, si vous voulez, que je vais agencer les choses pour que le chapitre suivant, ce soit sur Kekamen, celui dont je vous ai parlé, le directeur commercial Disney, où dedans, je vais raconter toute l'aventure qu'a été de ce type et comment sa fortune s'est faite sur un truc qui est la montre Mickey, ce que vous avez peut-être lu un jour, voilà, et qui est l'invention qu'il a, lui, construite, et qui a fait la fortune des Disney aussi. Et voilà, ça donne cette impression pour le lecteur que tout ça s'agence et forme quelque chose de cohérent, alors qu'en fait, l'histoire ou l'événement et son drame, c'est un amas d'incohérences. C'est le hasard et c'est cette belle image et après je m'arrête, mais cette belle image qu'un philosophe qui est classique, qui dit, pour expliquer la prédestination, moi c'est pas quelque chose auquel je crois profondément, mais qui dit vous vivez vos vies comme si vous vivez votre présent, vous vivez vos vies comme si vous étiez à quelques centimètres d'un tableau. Tout vous apparaît informe, tout vous apparaît absurde. Prenez quelques pas de recul et la cohérence d'ensemble se dessine et tout vous apparaît dans son image en fait. Ben, c'est un peu ce que font ces livres-là. Voilà, et viennent essayer de dessiner quelque chose. On peut te remercier, je crois vraiment, pour cette belle rencontre, cette belle toutes ces questions-là qui vont guider nos lectures. Mais peut-être avant de terminer, je ne vois pas où est Catherine. Je suis là. Si quelqu'un veut intervenir, peut-être poser quelques questions, ou peut-être des gens qui auraient déjà lu le livre, ou alors on peut s'arrêter là et se consacrer à signer quelques ouvrages. Quelqu'un veut? Non, Quelqu'un veut intervenir? Oui, non, je pense que la rencontre a été très riche déjà. Merci beaucoup. Merci.